Bonjour. Merci effectivement pour l'invitation. Je vais tenter de représenter un petit peu la commune de Miquelon-Langlade pour laquelle on travaille. On les accompagne dans le projet de relocalisation du village en raison du risque de submersion marine. Donc je vais justement faire une petite introduction quand même sur le projet. Et ensuite vous détailler, j'ai essayé un peu de monter cette présentation sous l'angle des outils et plus spécifiquement numériques qu'on mobilise pour ce projet. C'est très intéressant d'entendre tous les échanges de cet après-midi. Et nous, on a vraiment un usage de la modélisation à partir du projet. Enfin, c'était pas du tout dans la commande de monter un jeu numérique ou de monter une modélisation 3D. C'est plutôt le besoin s'en est fait sentir au fur et à mesure du projet pour accompagner la collectivité et les habitants dans ce projet. Donc c'est une approche un petit peu différente. On est aussi dans des compétences, je pense, un petit peu différentes, mais j'espère que ça pourra être intéressant. Donc sur le projet, vous voyez là déjà une vue drone du village de Miquelon, qui est construit sur un isthme, sur des roches vraiment très friables, sur des résidus sableux. Un isthme qui est en mouvement, comme tout isthme, et finalement très exposé au vent, très exposé au risque de submersion, et à une altimétrie à peu près de 2 à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc de plus en plus exposé. Et justement, je vais peut-être tout de suite vous montrer cette carte. C'était un peu le point de départ de la réflexion. Un PPRL, donc c'est un plan de prévention des risques littoraux, a été posé sur le village à la suite des études justement du BRGM aussi, de modélisation que vous pouvez voir en bas, mais je n'entrerai pas du tout dans le détail. Mais finalement, ce plan de prévention des risques venait condamner, pour reprendre aussi les mots du maire et des habitants, condamner le développement du village à cette zone bleue qui limitait fortement les possibilités de construction. Mais bien sûr, on peut tout à fait le comprendre face au risque, mais aucune alternative n'était vraiment trouvée. Peut-être juste pour un tout petit contexte aussi, je reviens sur la slide d'avant. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une collectivité territoriale d'outre-mer français qui se trouve au large, au nord-est du Canada, dans le golfe du Saint-Laurent, au sud de Terre-Neuve. C'est un archipel composé de 2 îles principales, Saint-Pierre au sud, qui est l'île principale avec à peu près 5000 habitants, et la grande commune de Miquelon-Langlade, qui est composée des 3 presqu'îles, le Cap, Miquelon et Langlade, le village étant situé tout au nord entre le Cap et Miquelon, avec 600 habitants. Très vite, des réactions, d'abord citoyennes et ensuite portées aussi par les élus, sont montées suite à ce plan de prévention des risques littoraux en disant mais si le village est condamné, où est-ce qu'on va pouvoir construire? Donc très vite, une autre solution s'est présentée de l'autre côté du pont, comme c'est appelé, de l'autre côté du pont du Goulet, pouvoir avoir d'autres possibilités de construction, où là on est sur une cote entre 10 et 40 mètres à peu près d'altimétrie. Sauf que c'était une zone qui n'est pas du tout urbanisable, qui n'était même pas réellement dans le cadastre, dans le plan. Mais au fur et à mesure, les engagements aussi des élus, à partir de 2020, donc une nouvelle municipalité a été élue. Et il y a eu toute une réflexion sur le devenir du village qui a permis d'aboutir à l'inscription dans le document d'urbanisme local de cette zone au sud du pont comme un site en attente d'un projet global pour la relocalisation du village de Miquelon. Et juste cette petite... ce pas temporel, il est assez intéressant parce que c'est un projet qui va vraiment vite par rapport au projet d'aménagement qu'on peut voir souvent. Là, vraiment, en 2020, la municipalité n'était même pas sûre, il n'y avait pas de candidat dans cette toute petite mairie pour 600 habitants. Et là, en 2024, il y a déjà eu des premiers aménagements et cette année, des premières parcelles vont être aménagées sur ce site. Donc c'est un projet qui est soutenu et qui est visible maintenant aussi et qui est surtout fortement porté localement. Voilà, très rapidement, et là vous voyez donc un petit peu l'état d'esprit du projet. Vous voyez tout de suite cet enjeu de représenter le village tel qu'il est aujourd'hui avec les couleurs qui représentent les différentes fonctions. Donc on est sur de l'observation SIG très classique, mais qui est assez important quand on essaye après de projeter le devenir du village, parce que tout ce qui était habité a vocation à être renaturé. Donc c'est un vaste terme aussi quand on parle de ZAN, de zéro artificialisation nette.
tout cet enjeu autour de la renaturation et du devenir des parcelles qui seront déconstruites pour être reconstruites de l'autre côté du pont. Ça pose des questions de représentation de ce projet, de ce processus de transformation du village. Mais là, c'était à l'issue, en tout cas, des ateliers des territoires, donc de la première démarche qui a eu lieu en 2021. Un schéma qui avait été dessiné avec les habitants. Donc là, c'est vraiment un calque très simple, mais c'était important dès le début du projet de représenter voilà, je me permets de dire jumeau numérique, même si on n'est pas, j'ai bien compris tous les enjeux qui se cachent derrière, on n'est pas du tout là-dedans, mais en tout cas d'avoir cette représentation d'un futur de ce village, même s'il est très imprécis. Voilà, sur le projet, j'ai essayé donc de vous présenter le détail par l'angle des outils numériques qu'on mobilise. Il y a à peu près trois outils, trois classes d'outils. Des outils très classiques pour co-construire le projet, venir dessiner aussi avec les habitants. Le deuxième point, c'est peut-être le plus important, c'est celui de suivre et d'évaluer le processus de projet. C'est aussi ce qui est très important pour le communiquer, aller chercher des financements, faire parler le projet. Et un troisième point qui est celui de garder en mémoire et aussi de se projeter, donc de garder la mémoire du village tel qu'il était aujourd'hui, se projeter dans le village de demain. Bon, c'est un tableau peut-être un petit peu compliqué, mais je trouvais ça assez intéressant de montrer aussi, donc vous avez en couleur l'intensité de l'usage, on va dire, de l'outil, et finalement c'est au fil du temps, donc avec la mission plutôt de maîtrise d'œuvre, que là on va venir étoffer un petit peu les outils vraiment numériques de modélisation. On parle bien sûr pour la co-construction, je vais venir les détailler par partie. Je vais tout de suite commencer par la première partie avec la co-construction du projet. Avec donc un objectif d'abord de connaître le terrain. Donc ça, je pense que c'est des choses auxquelles vous êtes effectivement habitués. On a parlé de relevé lidar depuis aussi cet après-midi, d'orthophotographie. C'est des données d'entrée qui n'existaient pas. Donc vraiment, quand on est arrivé sur le site, enfin, quand on a commencé les réflexions, on n'avait aucune information sur la nature du sol, sur la topographie précise. On avait uniquement la carte IGN qui est à beaucoup plus large échelle. On n'avait pas d'orthophotographie non plus, donc une a été réalisée par le drone de la DETAM, qui sont les services de l'État localement. Et après, bon, c'est le petit peut-être aparté aussi, mais on a essayé tout de suite d'aller arpenter le terrain avec les élus aussi et d'essayer de faire le tour, mais vraiment sur un terrain qui n'est pas du tout aménagé. On a essayé de tracer le chemin qu'on avait fait, et ce chemin que vous voyez donc en haut à droite, un peu grossièrement, c'est finalement ce qui a préfiguré l'aménagement d'un sentier qui est en train d'être aménagé sur le site pour que les habitants puissent aussi parcourir ce terrain qui est aujourd'hui complètement recouvert de tours, enfin, qui est entièrement naturel et qui n'est pas du tout aménagé même pour la promenade. Ensuite, ça c'est peut-être assez classique, mais des outils pour échanger le projet. On a commencé par les outils vraiment très classiques qui sont ceux d'architectes et d'urbanisme avec des maquettes peut-être très à l'échelle vraiment du bâtiment, de l'implantation dans la pente, et puis tout simplement les mains avec les calques et les plans 2D pour partager les impressions et les pistes de projet. Au fur et à mesure, on a commencé à avoir envie quand même de montrer un peu plus précisément la maquette, de représenter numériquement aussi ce territoire. Donc vous voyez en haut à gauche, je n'ai pas fait de zoom un peu plus gros, mais finalement on peut aussi animer cette maquette. Donc ça c'est un travail qu'on a mené aussi en interne. On peut l'animer, venir dans les rues, ce que vous voyez en bas à gauche, et commencer un peu à se projeter. Alors c'est pas du tout peut-être notre cœur de métier initialement, mais on a trouvé cet outil vraiment utile et les habitants se sont tout de suite appropriés ce moyen de faire parler le projet, de se représenter les dimensions, les espaces. Et on l'a aussi projeté à l'échelle des maisons. En fait, on a collecté au fur et à mesure les projets des particuliers, qui sont, les particuliers sont très investis dans leurs projets de construction. La plupart des habitants auto-construisent leur maison, font leurs propres plans. Donc ça, c'est une base de données qui est très très riche et qui nous permet après de monter sur les logiciels 3D, de monter les maisons et d'avoir vraiment cette articulation entre l'échelle architecturale et le plan dans son ensemble, et pour pouvoir vraiment modéliser de plus en plus précisément le futur village. Ce qui me semble aussi important de rappeler, en tout cas de préciser sur ce sujet, c'est qu'on est un peu on est entre le travail vraiment très précis de maîtrise d'œuvre, d'architecte qui va venir faire une maquette,
qui est très précise, très bien dessinée, qui donne envie, qui vend un peu le projet. Et là, nous, on est vraiment dans un processus plutôt de construction de cette maquette au fur et à mesure. On assume de montrer des documents qui ne sont pas complètement, pas encore beaux, pas finalisés, mais plutôt comme un outil d'échange pour évaluer et comprendre leur pratique du territoire. Donc ça, c'est pour les habitations. On fait un peu la même chose sur les équipements aussi, parce qu'à terme, les équipements sont aussi amenés à déménager de l'autre côté, donc l'école, la mairie, la salle des fêtes, etc. Là, dans le premier temps, il y a la salle des fêtes et le centre incendie secours qui sont prévus, enfin qui sont en cours de programmation pour être localisés, et la délégation préfectorale. Nous, dans notre métier de programmiste, on part en fait de l'existant. Donc on a tout un herbier, vous voyez en haut à gauche, on a un herbier qui est le recensement SIG de l'ensemble du territoire, les parcelles, les bâtiments, avec les données qui vont avec, de surface, de coefficient d'emprise au sol, etc. Et ensuite, quand on partait de cet existant, en se disant on déplace les équipements, donc on prend l'existant et on va le mettre de l'autre côté. Mais après, dès qu'on rentre un peu plus finement dans la question de la programmation, on travaille avec ce qu'on appelle des schémas fonctionnels. Donc, je ne rentre peut-être pas dans les détails, mais c'est essayer de savoir le hall va desservir, c'est ce qui arrive avant le projet d'architecture. Donc le hall va desservir telle ou telle pièce, quels sont les liens entre chaque bâtiment. Et ça, c'est un outil qui parfois ne parle pas forcément aux usagers après des bâtiments. Et donc très vite, on s'est rendu compte que commencer à spatialiser ces informations, ça parle beaucoup plus aux usagers. Et aussi, là, comme on sait très précisément à quel endroit ces équipements vont avoir lieu, pouvoir le monter déjà dans la maquette, se projeter, voir les vues que ça donne. Ça nous faisait revoir aussi ce schéma fonctionnel, ça nous faisait revoir le copier-coller de l'équipement. On n'est plus du tout là-dedans, enfin, les équipements s'améliorent. C'est aussi donc un processus d'amélioration finalement de l'existant qui se développe. Et on a donc cette base de données aussi pour suivre l'évolution des constructions, pour essayer de voir est-ce qu'on est dans des bâtiments qui vont être de plus en plus grands, peut-être plus performants aussi du point de vue thermique. Donc on essaye d'avoir ce suivi, cette base de données qui se construit au fur et à mesure du projet. Et voilà, là un exemple sur le centre incendie secours. Vous voyez, en fait, on passe finalement de faisabilité qui sont à l'échelle 2D, très simples, et dès qu'on les intègre dans un plan topo, ça vient poser tout de suite d'autres questions de niveau, d'accès, et qui sont finalement très importants pour un projet comme celui-ci. Voilà pour la première partie. Sur la deuxième, sur le suivi et l'évolution du processus. Comme c'est un projet vraiment de relocalisation et qui a aussi besoin de se financer, il y avait la question de réussir à quantifier le village aujourd'hui. Combien de maisons est-ce qu'il va falloir relocaliser, combien d'équipements, quel linéaire de voirie, quelle surface. Donc ça, on avait besoin de décortiquer l'ensemble du village pour essayer de savoir, aujourd'hui le village c'est X mètres de voirie, tant d'habitations. Et demain, combien est-ce qu'on en aura? Est-ce qu'on en aura eu plus? Est-ce qu'on en a eu moins? Et c'est toujours un peu ce jeu qui est assez compliqué à savoir, c'est est-ce qu'on relocalise le village dans sa compi-confort? Quelle est la marge de manœuvre après pour de l'agrandissement ou autre? Enfin, tout ça, en tout cas, c'est des éléments qu'on a besoin d'objectiver dans un outil un peu de quantifier, d'avoir un observatoire de ce projet pour réussir à l'expliquer aussi et à le faire parler avec ces chiffres. Donc on a pour ça des outils de SIG qui sont une certaine forme de modélisation en tout cas, mais qui nous permet de faire afficher des cartes très simplement sur les différentes informations. L'objectif, c'est donc aussi d'évaluer le projet, c'est un peu ce dont je vous parlais aussi. Il y a une charte d'engagement qui a été signée entre les partenaires État, communes et la collectivité territoriale d'outre-mer, avec plusieurs actes d'engagement et notamment assurer le même niveau d'accès aux équipements. Et ça, on essaye chaque année d'en tirer le bilan. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'aujourd'hui, les habitants ont toujours accès à tel ou tel service, etc. Et l'objectif, c'est d'avoir des petites plaquettes, un peu comme ce que vous voyez en bas. Et donc, ce modèle numérique, il est hyper important pour communiquer sur le projet, l'évaluer et évaluer en fait ce processus de projet pour vérifier s'il a bien été suivi et réalisé. Et après, bien sûr, le dernier aspect, c'est aussi de raconter le projet. Donc, pendant toute la durée des ateliers des territoires, un film pour chacune des 4 résidences a été réalisé par
Christophe Rella, que vous voyez derrière sa caméra. Et ce média est finalement très important parce qu'il réussit à synthétiser les paroles des acteurs et de donner à voir le processus aussi. Et mine de rien, les images que vous avez vues, c'est aussi les images de Christophe. Et dans cette logique de garder une mémoire du village tel qu'il était, mais aussi du processus, c'était vraiment un média qui est important et qu'on essaie de continuer. Donc on a toujours ce petit format de film, de photos, qui est très utilisé pour garder la mémoire et raconter le projet. Et vous voyez là en bas aussi des panneaux d'information. Bon, ça, je dépasse un petit peu le sujet pure modélisation, mais c'est finalement important de donner, vous voyez sur la plaquette, sur le panneau, vous voyez cette petite modélisation. On assume le fait que ce soit quelque chose complètement en cours, mais c'est important de donner à voir. Au jour d'aujourd'hui, on en est à ce stade de la réflexion du projet. Et enfin, le tout dernier point, là c'est peut-être plus pour élargir sur les garder des traces et se projeter. Donc on essaye de monter un atlas photographique de l'ensemble des maisons, de l'ensemble des équipements tels qu'ils sont aujourd'hui sur le territoire pour garder cette géographie. Donc c'est cette géographie des constructions, aussi cette géographie du terrain. On a l'orthophoto sur le nouveau site, on ne l'a pas encore sur le village de Miquelon. C'est quelque chose qui est demandé, mais c'est pas toujours facile de faire voler le drone dans les conditions à la fois climatiques, mais aussi d'avoir les autorisations pour le faire. Mais en tout cas, voilà, ce serait vraiment important de l'avoir et d'avoir un relevé à plusieurs échéances aussi pour voir le village qui se transforme. Et après, voilà, c'est peut-être les choses un petit peu à côté, mais qui nous semblent importantes de rappeler, c'est garder aussi cette identité dans un village qui déménage. C'est pas seulement donc, des constructions, c'est aussi une identité du village qu'il faut réussir à faire passer de l'autre côté du pont. Donc il y a tout un travail aussi d'accompagnement et qui rentre pour nous dans finalement ce travail de modélisation du processus. C'est des choses qu'il faut qu'on cherche à inscrire quand même dans le projet. Donc ce travail avec les habitants, de recueillir des paroles, c'est des choses qu'on met aussi dans notre observatoire, les paroles des habitants sur leur identité, pour vérifier si entre hier et demain, cette identité est toujours là, est-ce qu'elle s'est modifiée? Et c'est peut-être complètement OK si elle se modifie, hein, mais c'est en garder trace. Et après, voilà, garder les étapes du processus de projet, finalement, c'est vraiment ça, la façon dont on voit l'utilité de la modélisation, c'est de garder ces étapes du processus, donc des premiers pas avec les élus, aux premiers aménagements qui sont en train de se réaliser. Voilà, j'avais peut-être un peu une conclusion, mais je pense qu'il y en a beaucoup, et au regard de ce que vous avez, de toutes les contributions qu'il y a eu aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire. Mais nous, on est confrontés à ce de représenter le village qui est dans une évolution constante. Donc on se demande quel est à l'instant T le jumeau numérique ou le modèle du terrain, alors qu'il est constamment là, en train d'évoluer. Donc on a vraiment ce besoin d'avoir un suivi régulier de cet observatoire, qu'on nomme ainsi, qui est constitué de tous les éléments dont je vous ai parlé, hein, que ce soit des constructions, du processus, des financements qui sont là aussi, mais de garder vraiment au fur et à mesure toutes ces traces pour garder le processus du projet. Voilà, si vous voulez en savoir plus aussi sur le projet, il y a le site de la mairie de Miquelon-Langlade qui a dédié maintenant une page à ce projet. Il y a un livre qui a été écrit aux éditions Terre urbaine qui décrit le projet et plus largement aussi les outils de lutte face au risque de submersion marine. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette présentation un peu pas de côté. Merci beaucoup Margot de cette présentation et ce pas de côté qui nous semblait très très important parce que ça nous ramène à une autre dimension. On n'est pas loin du tout du sujet qui est traité actuellement et c'est un autre point de vue et je trouve ça particulièrement passionnant et intéressant et ça permet aussi d'évoluer et d'ouvrir les écoutilles. Alors est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des choses comme ça à faire si vous souhaitez? Je me présente, François Lose, président d'Entendez. Alors, pour revenir aux motivations initiales, c'est lié avec la montée des eaux, c'est ça? Voilà. Et donc, c'est un danger donc, qui va venir, voilà.
Mais au niveau de temporalité, c'est prévu pour quand? Et puis, parce que ça joue énormément sur le projet en lui-même. Les délais à respecter, parce que là, c'est des délais qui sont plus ou moins imprévisibles. Oui, et effectivement, c'est là aussi peut-être la limite des modélisations sur les projections sur le niveau du trait de côte. À horizon 2100, on s'est basé sur les projections à horizon 2100, donc on voit qui sont à environ 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et finalement, ce que nous ont demandé les services de l'État, c'est vraiment d'être à un niveau au moins de 10 mètres. Et ce 10 mètres, il sort pas réellement d'une modélisation, d'une projection actée, mais plutôt d'un principe de précaution qui est recherché et qui en plus, je ne sais pas si je peux le prendre là. C'est plutôt le principe de précaution là, qui prévaut. On est largement en fait, au-dessus des préconisations du plan de prévention des risques littoraux, même si ce n'est pas réellement modélisé. On sait que le risque sera là. Et donc après, sur la temporalité du projet, il y a les premières parcelles qui sont aménagées donc, cette année. On s'était donné 75 ans, collectivement, c'était un peu le temps d'une génération. Parce que l'objectif, c'est aussi des personnes qui sont aujourd'hui dans le village. Il n'y a pas d'obligation à déménager, c'est peut-être important de le rappeler, il n'y a aucune obligation. Mais c'est, en 75 ans, il y a un renouvellement de génération. Mais après, c'est un constat qu'on fait, c'est que finalement, il y a une adhésion au fur et à mesure du projet. Et beaucoup de personnes veulent peut-être y aller, donc on se dit que ça sera peut-être même plus court que 75 ans. Après, c'est les aléas peut-être de projet, mais c'est le pas de temps qui était donné. Autre question? Oui, bonjour, c'est Marais, Société Prestiville. Moi, j'avais une question un peu plus pratico-pratique. C'est vous, en tant qu'entreprise, comment en fait vous êtes venu à intervenir sur ce type de projet? Est-ce que c'est un appel à projet de Saint-Pierre-et-Miquelon? Comment vous êtes arrivé, vous, sur ce projet? Alors, on faisait partie des bureaux d'études qui pouvaient réaliser les ateliers des territoires, donc qui étaient un accord cadre avec la DGLM, et qui était un processus d'accompagnement de territoire sur un an, en 4 temps de résidence, pour favoriser, pour démêler un peu une situation. Là, le point d'entrée, c'était Miquelon face au risque, que faire? Et donc, on a répondu effectivement à un appel d'offres, mais dans ce cercle restreint d'accord cadre, pour accompagner la collectivité dans une solution. Donc ça aboutit à, il va falloir peut-être déménager le village. Ensuite, il y a un appel d'offres effectivement pour une maîtrise d'œuvre urbaine qui a été passée, à laquelle on a aussi répondu. Et donc là, on est parti pour 3 ans de maîtrise d'œuvre avec la mairie. Et donc effectivement, on a un contrat de maîtrise d'œuvre urbaine, et avant, dans l'atelier des territoires, on était simplement AMO, disons. Bonjour, Frédéric Forêt, CHU du Camp. J'ai une petite question assez simple. Je suis un nouveau arrivant dans votre village. Il y a un bien qui m'intéresse, qui est sur l'ancien village. Je désire l'acquérir. Est-ce que je peux l'acquérir ou je serai obligé d'acquérir une parcelle et de construire sur ce nouvel emplacement? Alors ça, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui à la mairie. Pour l'instant, les transactions ne sont pas fermées sur le village, mais la mairie constate effectivement une baisse aussi des transactions sur le village, parce que les personnes n'ont pas envie de venir acheter en sachant ce qui se passe de l'autre côté. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le maire a envie que le projet s'accélère aussi, pour que toute personne qui a envie d'acheter sur le village ait la possibilité d'acheter de l'autre côté. Après, il est toujours possible d'acheter des maisons dans le village actuellement. Mais après, on rentre dans ce processus, donc c'est le fonds Barnier qui s'applique maintenant sur les maisons, sur les constructions dans le village d'aujourd'hui. Et la date, à partir d'un moment, il y aura bien sûr, pour éviter les effets de spéculation, il y aura un moment où l'achat de nouvelles maisons, de maisons actuelles dans le village devra peut-être s'arrêter pour éviter ces effets de spéculation. On achète une maison pour pouvoir la revendre au fonds Barnier et juste ensuite partir. Là, on n'en est pas encore à ce stade, donc les transactions peuvent continuer. Mais on reste sur un village en fait, de 600 habitants où il n'y a de toute façon pas un gros marché immobilier.
Et à ma connaissance, il n'y a pas de transactions sur le village. Les transactions qui se passent sont au nord. Il y a un petit hameau qui est vraiment en limite de la carte, au Cap. Et là, il y a des transactions qui ont encore lieu. Il y avait des terrains aménagés. Donc ça, de toute façon, cette partie du village devrait rester. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais dans le village, voilà, c'est cette question des OAP aussi, donc des orientations d'aménagement programmé. Elles vont certainement être stoppées dans la prochaine révision du document d'urbanisme pour qu'il n'y ait plus de nouvelles constructions. En tout cas, la politique, c'est plutôt qu'il n'y ait plus de nouvelles constructions. Des rachats de maisons existantes, oui. Maintenant, restera la question du fonds Barnier, si elles pourront être achetées au fonds Barnier si on l'achète après une certaine date. Mais les nouvelles constructions, il faut qu'elles respectent le PPRL, disons. Elles sont plutôt limitées. Je vous remercie. D'autres questions? Alors c'est vrai que on peut appeler ça un principe de précaution, de dire on va déménager le village en tant que tel. Partir sur un pas de 73 ans. Sauf qu'on ne sait pas aujourd'hui, on est incapable, personne n'est incapable de dire si dans 75 ans ça ne sera pas complètement sous l'eau, ou si ce ne sera pas dans 20 ans, dans 15 ans. Je veux dire, c'est l'incertitude qui est derrière, elle est quand même très très forte. Ça ne viendra peut-être pas avant plus longtemps, mais bon, cet exemple-là est quand même intéressant, une certaine prise de conscience. Je ne suis pas convaincu que ce soit le cas dans tous les territoires, y compris sur le territoire de métropole. Merci beaucoup, Margot. Merci beaucoup. Merci beaucoup.